suis né à Varsovie. Je suis arrivé en Belgique à l'âge d'1 an. Mes parents se sont séparés à l'époque. Je suis né à la fin de l'année 30, donc quand la guerre a éclaté, j'avais 9 ans. Donc je suis allé à l'école maternelle ici et à l'école primaire au moment où la guerre, le 10 mai 40, a éclaté. Et à ce moment-là, nous sommes partis en France. Ce que je peux dire, c'est que la guerre a éclaté le vendredi 10 mai et nous avons réussi à partir le mardi suivant, c'est-à-dire le 14, avec l'un des tout derniers trains qui partait vers le midi, vers la France. Nous avons mis 5 jours et 5 nuits pour atteindre Luchon. Voilà ce qui a précédé. À partir du 18 juin, la guerre se terminait, donc les Belges rentraient. Les Belges non juifs, parce que les Belges, les Juifs de Belgique n'étaient pas à cette époque-là naturalisés. 10% peut-être, tous les autres étaient des étrangers. Et ils ont attendu. Ça signifie que les Français qui ont créé des camps les ont placés dans des camps. Bien entendu, on aurait dû ne pas y aller, mais c'était pas facile, parce qu'il fallait avoir de quoi vivre. Donc, je suis resté à Luchon jusqu'au début octobre 40. J'ai fait 1 jour de classe, parce que là-bas, compte tenu des besoins des agriculteurs, ils recommençaient l'année scolaire 1 mois plus tard. Donc j'ai fait un jour de classe le 1er octobre sans doute, et puis l'administration communale a fait savoir que le lendemain matin à 8 heures, il fallait être à la gare pour partir ailleurs. Et c'est ainsi que nous avons échoué dans un camp qui se trouvait à Bryns, c'est-à-dire à côté de Gaillac. Il y avait 20 baraques pour 2000 personnes. Et nous avons vécu là pendant quelques mois jusqu'à ce que des amis qui étaient à Bruxelles occupée par les nazis déjà, et qui faisaient savoir qu'il n'y avait pas de menace, qu'il n'y avait pas d'arrestation, que c'était calme, qu'on pouvait revenir. C'était évidemment une erreur. C'était se jeter dans la gueule du loup. Enfin, néanmoins, comme nous n'avions rien à faire là-bas, nous avons suivi un homme qui s'était transformé en guide. Il se faisait payer pour aller chercher des gens de Belgique et les ramener. On a mis 8 jours pour revenir du sud de la France à Bruxelles. La période de guerre dans ce camp était évidemment assez lamentable. Nous sommes rentrés. Vous connaissez probablement l'histoire de l'occupation. Au début, effectivement, il n'y avait pas d'arrestation, il n'y avait pas de menaces, il n'y avait pas de camp. Jusqu'à la fin de l'année 40. Alors, à ce moment-là, le premier décret a comporté 2 points importants. Premièrement, les Juifs devaient signaler leur présence, donc se faire répertorier
dans la commune où il vivait, nom et adresse. Ça signifie que dès la fin de l'année 40, il n'y avait pas encore de déportation, mais les Allemands avaient la liste des Juifs avec leurs adresses. Et un deuxième décret forçait les Juifs à abandonner 4 types de fonctions. L'enseignement, le journalisme, ça me reviendra. À partir du 1er janvier de l'année suivante, ceux qui étaient en fonction dans ces domaines-là devaient les abandonner. Je crois que je vais noter ici, donc le journalisme, le métier d'avocat, d'enseignant et de fonctionnaire. Voilà les 4 métiers qui étaient interdits aux Juifs. Et puis il y a eu une série de décrets de plus en plus contraignants. Ainsi, par exemple, les Juifs allaient devoir mettre sur leur magasin une affichette comportant en allemand, en français et en néerlandais l'expression entreprise juive. Puis il y a eu un décret qui limitait les heures de sortie et de retour. Donc il leur était interdit, à partir peut-être du mois de mai, de quitter leur domicile entre 20h et 7h du matin. Il y a eu toute une série d'autres décrets de ce type-là pour rendre la vie de moins en moins confortable, c'est-à-dire de plus en plus ouverte aux déportations, puisque pour déporter les gens, il faut aller les chercher, il fallait être sûr qu'à 20h, ils étaient chez eux, et c'est ce qui se passait. Le port de l'étoile jaune remonte au 7 juin. Donc, à partir de ce jour-là, les Juifs devaient porter l'étoile. Et puis, le 1er septembre, c'était l'interdiction scolaire. Les Juifs ne pouvaient plus fréquenter quelque établissement que ce soit. Donc là, nous sommes en 1942. L'étoile aussi. L'étoile, c'est le 7 juin 1942. Déjà avant cela, ils n'avaient plus le droit de vivre n'importe où en Belgique. On leur a laissé 4 grandes villes, Bruxelles, Anvers, Liège et Gand. En dehors, ils devaient donc être domiciliés dans l'une de ces villes. De même, toute une série d'autres interdictions. Ils n'avaient plus le droit de posséder la radio. Mais à partir du moment où les écoles étaient fermées aux enfants, on devait normalement s'attendre à voir arriver les rafles qui, à Bruxelles, ont débuté le 3 septembre. Au cours de la nuit du 3 au 4 septembre. Ça signifie qu'ils ont sélectionné un quartier au sein duquel vivait une partie importante de la population juive de Saint-Gilles. Et ils ont ramassé tous ceux qu'ils pouvaient, qui ont été internés à Malines en attendant
leur transport vers Auschwitz ou vers d'autres grands. En général, c'était Auschwitz. C'était le moment où il fallait cacher les enfants. Pourquoi cacher les enfants? C'était une priorité. Les enfants, c'était la cible prioritaire des nazis. Pourquoi? Mais parce qu'ils représentaient l'avenir du peuple juif. Alors, s'est créé un mouvement de résistance, le comité de défense des Juifs, qui a fait partie d'un groupe de résistance le plus important de Belgique. Et c'est dans ce groupe que se trouvait notamment André Gueulen, que vous connaissez sans doute de nom. C'est elle qui, n'étant pas juive, elle a vu qu'il y avait des élèves qui ne venaient plus. Alors elle s'est informée, elle a compris que c'était les élèves juifs qui ne venaient plus, qui étaient déportés. Elle s'est présentée comme volontaire et parce que les juifs qui y travaillaient n'étaient pas nécessairement belges, donc leur accent les aurait trahis. Elle était belge, elle n'était pas juive. Et elle a fait tous les transports, enfin pas tous les transports, mais une grande partie des transports. Elle allait d'abord voir la famille. Lorsqu'elle avait l'accord, quelques jours après, il y avait une adresse où on pouvait déposer l'enfant. Elle donnait rendez-vous à l'enfant et puis elle faisait le trajet. Moi, j'étais caché à Cudessave, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Pour y arriver en partant 7 h du matin à la gare du Nord, il fallait à peu près 12 heures. Parce qu'il n'y avait pas un train direct, évidemment. Hein. On allait jusqu'à Mons. À Mons, on avait raté la correspondance, tous les trains étaient en retard. Puis on trouvait un deuxième train qui allait à Chimay. Et là encore, on ratait la correspondance parce qu'il y avait 3 trains par jour qui faisaient Chimay-Cudessart. Et on était déposé à peu près vers 19h, 19h30. Et vous vous souvenez de ce moment, de cette séparation avec vos parents? Oui, j'avais déjà 12 ans. Et alors qu'est-ce Oui, je me souviens parfaitement. Je me souviens encore du trajet qu'on a fait. Mes souvenirs, les premiers souvenirs d'enfance remontent jusqu'à 3-4 ans. Là, on a des souvenirs isolés. Mais je me souviens parfaitement du trajet que nous avons fait. Il y avait 2 garçons. L'autre avait mon âge et André Gueulen nous promenait jusqu'au moment du départ du train et puis elle nous déposait où elle devait le faire. Donc vous me demandiez si je me souvenais de... Mais, émotionnellement, qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Cette séparation, puisque on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas vers où on va. On ne savait on va vers rien. l'inconnu, donc Absolument. Pour un petit gamin de votre âge. Mais je suivais les événements politiques et l'évolution de la guerre. Donc, dans mon esprit d'enfant, les Allemands allaient finalement perdre cette guerre. Mais en attendant, il fallait bien survivre. Donc, je me souviens bien des nouvelles que nous recevions. Je suis allé là en avril 1943, donc Stalingrad était déjà repris. C'était la première véritable défaite allemande. Mais ça, même dans mon esprit d'enfance, c'était le point de départ d'une nouvelle histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je me souviens bien de ce qui s'est passé. On est arrivé là-bas, on avait évidemment un nom d'emprunt. Les noms de jeunes juifs avaient souvent une allure allemande. En tout cas, il attirait l'attention. Donc on ne pouvait pas conserver son identité réelle. Il fallait choisir une autre identité, ce que tous ont fait.
Alors, l'institution dans laquelle nous avons été placés là-bas était un home pour enfants débiles physiques. Ça venait d'une région charbonnière, avec des gens pauvres qui travaillaient dans la mine. Enfin, on ne devient pas riche en étant mineur. Et les plus pauvres d'entre eux étaient repris par une instance qui les plaçait notamment dans cette maison de Cul-des-Sarts. Et puis il y avait ceux de Bruxelles qui, eux, étaient les Juifs. Mais ils avaient un accent différent, mais sans attirer l'attention. Nous étions, si je puis dire, bien cachés. Il n'y avait pas d'Allemands dans le village. Nous avons établi avec... Il y avait les habitants de ce village, c'était à peu près entre 1000 et 1100 personnes. Mais nous avons progressivement créé des rapports, notamment avec d'autres enfants de notre âge, et sur ce plan-là, ça ne s'est pas mal passé. Il y a eu tout de même deux visites de militaires allemands. On ne sait pas pourquoi ils sont venus, mais le médecin du village, qui était un collaborateur de la résistance, téléphonait à la directrice pour dire « il y a des Allemands dans le village ». Donc elle s'arrangeait pour envoyer les Bruxellois ailleurs, à les écarter d'une visite éventuelle. Alors ils sont venus, elle leur a donné un verre d'alcool et puis ils sont partis. On ne sait pas pourquoi ils sont venus, mais nous n'avons pas eu d'autres ennuis que 2 visites d'Allemands. Et pendant cette période-là, vous avez des nouvelles de vos parents ou pas? Vous me demandez de parler pour l'ensemble des enfants qui étaient là. Certains avaient des nouvelles et d'autres n'en avaient pas. D'abord, si les parents étaient eux-mêmes cachés, il fallait pas dévoiler l'adresse. Il ne fallait pas que la lettre contienne des éléments susceptibles d'arrêter quelqu'un. Mais on avait l'habitude d'écrire une fois par semaine, sans mettre d'adresse d'expéditeur. Donc, certains avaient des nouvelles et d'autres n'en avaient pas. Certains avaient des parents qui, de leur côté, avaient été déportés. Et on ne pouvait qu'enregistrer les choses. Et le vécu, votre propre vécu avec cet arrachement, quand vous êtes parti, que vous avez quitté vos parents, l'arrivée... J'étais conscient des raisons pour lesquelles je partais. Ce qui n'empêche la souffrance psychologique et le choc psychologique. Mais entre septembre 42 et le début avril 43 où je suis allé là-bas, très rapidement on s'est caché. Mais ça signifie qu'il ne fallait pas sortir, ou le moins possible, juste pour faire quelques achats, d'envoyer un enfant pour les faire. Donc, c'était pas un quartier juif, mais le danger n'était pas nul. Il y avait 3 enfants dans la maison où je me trouvais, 3 ou 4, qui ont été tous placés. Et l'erreur qui a été commise par les adultes qui y résidaient, c'est que l'une des personnes, juive polonaise d'origine, a voulu faire des courses, mais elle avait un accent terrible. Donc elle a probablement été remarquée par quelqu'un qui l'a suivie, et ça a duré 3 mois, ils ont tous été déportés. Donc un enfant n'aurait pas attiré l'attention, parce qu'il parlait comme tout le monde, mais j'avais donc là un oncle et une tante qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus. Et il y avait encore d'autres personnes cachées dans la maison d'un tailleur de pierre. Alors, sur le plan psychologique, même avant
le départ. Je ne peux pas dire qu'on était content d'être là, mais nous savions, à mon âge, nous savions pourquoi nous étions là. Et si c'était à refaire, je dirais que probablement aurions-nous dû prendre des précautions plus étudiées encore pour éviter que quelqu'un ne soit attiré. Enfin, on n'était pas attiré par un enfant qui parlait comme tout le monde, mais il fallait bloquer toutes les pistes possibles, évidemment. Alors, est-ce que j'étais content d'être parti? Je me rendais compte que c'était en quelque sorte une assurance. Une assurance qui n'était pas encore une garantie à 100%, mais qui nous donnait toutes les chances de ne pas être déporté, arrêté et déporté. J'avais un cousin, il était un peu plus âgé que moi, il a été placé le mois suivant, donc les enfants étaient tous placés, grâce à ce service qui existait et qui faisait partie du premier groupe de résistance belge. Mais je peux vous dire que pour un Bruxellois qui tombait au sein d'une population de carolo-régiens, mais de basse classe, ce ne sont pas les autres qui envoyaient leurs enfants dans un home, c'était des gens pauvres. Donc, je ne peux pas dire que tout était parfait, loin de là. Mais c'était le seul moyen d'assurer à peu près la survie. Mais vous aviez des peurs, vous aviez... comment ça se passait au niveau psychologique pour vous et pour les enfants qui étaient placés là, qui ne savaient parfois pas ce qu'étaient devenus leurs parents, qui n'avaient parfois pas de nouvelles? Quelles étaient les souffrances psychologiques? Chacun savait pourquoi il n'avait pas de nouvelles. Moi, j'avais là 12 ans. Et j'ai vu un jour un garçon, il avait 6 ans et demi. Et il se promenait avec une carte postale. Je l'ai croisé quelques fois, je lui ai dit, tu dois écrire. Ah, il devait écrire, mais comme il n'était pas encore allé à l'école, il ne savait pas écrire. Alors, je lui ai fait sa carte. Et puis, les semaines suivantes, il est revenu et c'est ainsi qu'il a passé là quelques mois et je lui ai fait son courrier. Sur le plan psychologique, nous étions à la fois conscients de profiter d'une occasion unique de survie. On était presque certain de ne pas être déporté, avec un faux nom, une fausse carte de ravitaillement. Si les Allemands étaient venus, ils n'auraient pas pu dire qui est juif et qui ne l'est pas. Ceux qui, comme moi, s'intéressaient aux nouvelles de la guerre se rendaient compte de l'évolution. Ainsi, par exemple, le 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement. La directrice a laissé la radio marcher toute la journée et on entendait constamment le même message. Mais nous savions qu'il y avait un débarquement. Et là, tous les jours, on essayait d'avoir des nouvelles et
Donc du 4 juin, nous avons été libérés le 1er septembre. Voilà la période qui était à nos yeux attendue depuis 2 ans. Et le jour du débarquement a été pour moi, j'allais dire, le meilleur jour de ma vie jusqu'alors, puisqu'il n'était plus possible de nous arrêter et de nous envoyer dans un camp. Et on a continué à suivre la guerre. Bruxelles a été libérée un tout petit peu plus tard, donc ceux qui avaient des parents et lesquels ils étaient en rapport se sont précipités pour rentrer, évidemment. Moi, j'y suis resté jusqu'à avril 44. 43. Avril 44. Et puis on a reçu la visite de gens qui venaient de la JOC. Vous savez ce qu'est la JOC? La jeunesse ouvrière chrétienne. Et cherchaient un établissement pour y placer des adolescents. Et il se fait que la directrice n'était pas là. Et il y avait 2 juifs encore, un garçon et moi. On leur a servi de guide, on leur a montré le village, on a répondu à leurs questions. Et puis ils ont dit, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on n'était pas encore venu nous chercher. J'avais une mère qui n'a pas été déportée, qui, grâce à une bronchite, avait été placée dans un sanatorium. Et entre-temps, les tensions avaient pris beaucoup d'importance et le danger s'était accru. Et le directeur du sanatorium ne lui a pas permis de rentrer. Là, il ne venait pas. Ils avaient peur de la tuberculose. Alors, là, il n'allait pas. Donc, ma mère a pu survivre jusqu'à la libération et après. Et 2 jours après le passage des gens de la JOC, parce qu'on lui a dit, oui, mais nous n'avons pas encore d'institution, on n'a pas de place, on l'a pour nous. Mais si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Parce qu'il est vrai qu'on ne pouvait pas aller à l'école. Pour l'année précédente, j'avais une petite scolarité. Mais en 44-45, il n'y avait plus assez d'élèves, donc l'État ne payait pas. Et dans ce cas-là, il n'y avait plus d'école du tout. Et on attendait depuis septembre, nous étions au début avril. L'année était pratiquement passée. Bon, enfin, on est finalement revenu. On a occupé pendant quelque temps, mon camarade et moi, une place dans un home de la JOC. Et puis, entre-temps, on a créé des homes juifs avec de l'argent venu des États-Unis. Et à partir de septembre, on a créé, il y avait 12 homes juifs, dont l'un pour des adolescents de sexe masculin, à partir de septembre 44. Alors, une fois qu'on était là, la vie commença à ressembler à une vie normale. Et évidemment, on n'avait pas de gens très compétents. Alors, ma vie s'est déroulée. Je savais qu'un jour j'allais devoir sortir et gagner de l'argent, puisque je n'avais pas de père à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il était devenu votre papa? Il avait été... Vous connaissez des juifs qui ont survécu au ghetto de Varsovie. Donc lui, il était parti dans le ghetto de Mais Varsovie. non, il y était. C'était une partie de la ville. Varsovie était une ville qui avant... Ah oui, donc votre papa était resté à Varsovie oui. Et votre maman était venue en Belgique sans votre papa, d'accord. Ça, je n'avais pas compris. Oui. Varsovie était une ville d'à peu près 1 million d'habitants, dont 500 000 étaient juifs et 500 000 non-juifs.
Mais quand les Allemands sont arrivés, ils ont créé un ghetto. Donc ils ont rassemblé les Juifs dans une petite partie de la ville. Et puis à partir d'un moment, progressivement, on les emmenait dans un camp d'extermination. Il y en a quelques-uns qui ont survécu, mais sur 500 000, pas beaucoup. Non, mais je n'avais pas compris que, votre papa était resté là-bas. Maintenant, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Voilà. Et les retrouvailles avec votre maman, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, forcément. Nous étions d'ailleurs en correspondance, hein, donc on savait ce que l'autre devenait, et elle est venue à Cul-de-Sac, la directrice lui a laissé une chambre pendant 8 jours, ça s'est bien passé. Mais alors il fallait songer à l'avenir. J'avais perdu 3 ans de scolarité. Et finalement, j'avais pas envie de retourner 3 ans en arrière ou 2 ans en arrière. Et puis il fallait savoir que quelques années après, je serais en dehors et je devais gagner ma vie. Et après les discussions avec ma propre mère et avec celui qui était le directeur de l'institution, j'ai appris un métier manuel qui était celui de gantier. J'ai fabriqué des gants et parallèlement, j'ai préparé le jury d'homologation des études secondaires. Alors j'ai réussi l'examen du jury. J'ai encore attendu 1 an de manière à terminer mon apprentissage de gantier, qui ne m'a plus tellement servi. Enfin, j'ai quand même travaillé les deux premières années de cours universitaires. Donc, je n'allais pas toujours au cours, mais il fallait qu'on vive. Et puis, j'ai obtenu une première bourse, alors j'ai abandonné les gants. Je crois que j'ai bien fait parce que maintenant ce sont des gants chinois. Je ne connais plus personne qui fabrique des gants ici. Enfin, ceci est secondaire. Alors, j'ai effectué des études de psychologie et de pédagogie. Est-ce que vous pensez que ça a à voir avec votre propre parcours? Ah oui, s'il n'y avait pas eu la guerre, je ne serais pas devenu psychologue, évidemment. On ne savait même pas très bien ce que c'était. C'est incontestablement lié à mon expérience de la guerre. Je vais essayer de vous le montrer. Comme j'ai vécu un peu dans des institutions, je me suis rendu compte que ceux qui s'occupaient des enfants n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Mais aucune idée. Ils n'avaient suivi aucun cours, ils n'avaient aucun diplôme. On était content de les prendre parce qu'on les payait sans doute moins cher que des gens compétents, et des gens compétents, il n'y en avait pas, ou très peu. Et j'ai été attiré par l'éducation en milieu institutionnel. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé ma carrière. Quand j'ai terminé ma licence en psycho, j'ai eu l'occasion de créer un service psychologique à la Cité de l'Enfance de Marcinelle. Je sais pas, les enfants à peu près, par les garçons, les filles, et on les nourrissait. Pour le reste, on prenait comme éducateurs des femmes qui n'avaient aucun diplôme et qui devaient faire à manger, s'occuper des aspects hygiéniques, des aspects... ils remplaçaient la mère, elle remplaçait la mère, mais elle ne savait pas non plus ce qu'il fallait faire. Alors, ça se passait parfois très mal. Le camp d'enfants cachés, finalement, c'est relativement récent, puisque auparavant, les enfants cachés n'étaient pas comptés dans le groupe des survivants de la Shoah. C'est vrai.
Alors c'est vrai. Ils étaient néanmoins des survivants de la Shoah, même si on ne les appelait pas comme ça. Hein? Donc c'est vrai que leur corps n'a pas subi les atrocités, etc. Mais leur psychisme, par contre, qui est justement lui en plein développement chez l'enfant. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez-vous finalement participé à ces débuts, à cette nouvelle catégorie Il y avait déjà des institutions pour enfants. Il y avait à peu près 1000 institutions en Belgique à l'époque. Mais beaucoup de ces institutions étaient des petites maisons où on hébergeait des enfants qui avaient été abandonnés par le milieu familial. Bien sûr, mais par rapport à la Shoah, vous avez finalement participé à cette, aussi à cette nouvelle catégorie qu'on a appelée les enfants cachés. Oui. Parlez-nous un peu de comment cette reconnaissance a été accueillie dans un premier temps. Dans un premier temps, on ne s'en occupait pas. Ils étaient vivants, ils étaient nourris, ils pouvaient aller à l'école, on en restait là. Mais il y a eu en 1981 une première réunion internationale qui a été organisée par des enfants juifs qui avaient de la famille, qui ont pu partir dans d'autres pays après la guerre. Ils n'avaient plus leurs parents, mais beaucoup étaient aux États-Unis. Et pour la première fois, on a mis au point une journée, c'était finalement 2 jours, consacrés aux enfants qui avaient été cachés pendant la guerre, qui eux n'avaient rien fait jusque-là. Alors, j'étais déjà professeur à l'université de Mons et on est venu me demander si j'acceptais d'y aller pour présider une discussion ou des discussions. Ça se passait à un moment où j'étais assez surchargé. Ma première réaction était négative, j'avais pas le temps. Il fallait que je donne mes cours et que j'assure les tâches qui étaient les miennes. Et on est revenu. Et finalement, j'ai accepté. Donc pendant 2 jours, il y a eu toute une série de conférences et de discussions relatives à ces enfants qui avaient été les enfants cachés. Et je me suis chargé de celle, une, qui était en français, sur 1500 personnes. Et les francophones étaient peut-être 100. Néanmoins, ces discussions ont permis de prendre conscience de certaines carences. Par exemple, personne ne s'était occupé des répercussions du placement des enfants pendant la guerre. Des enfants dont certains n'avaient jamais revu leurs parents. Bref, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à rédiger ce livre, parce que il fallait non seulement faire la synthèse des informations retenues au cours de ces 2 journées de discussion, et puis voir si on ne pouvait pas aller plus loin. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on s'est intéressé aux enfants cachés. On a trouvé des fonds et des groupes ont été créés, des groupes d'anciens enfants cachés. J'en ai présidé un pendant 1 an et demi et je dois dire que on a progressé. On a progressé. Les participants
ont mieux compris leur propre état psychologique, même si ce n'était pas une véritable thérapie, mais c'est aussi le moment où les thérapies ont commencé. Donc, moi j'ai travaillé avec un groupe pendant 1 an et demi, d'autres ont fait la même chose, et à partir de ce moment-là, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, de l'état psychologique du moment pour tous ces enfants qui étaient devenus de jeunes hommes et des jeunes femmes, et de la mise à la disposition de ceux qui en avaient surtout besoin, des plus gravement atteints, si je puis utiliser cette expression. À partir de ce moment-là, on a vu paraître des ouvrages en anglais pour ceux qui étaient au Canada ou aux États-Unis, et en français ou en allemand, chez d'autres. Et des réunions ont été organisées aussi. Je participais à un certain nombre d'entre elles. À partir de ce moment-là, les anciens enfants cachés, s'ils le voulaient, pouvaient se faire aider. En 1991, la réunion de New York, et les symptômes n'étaient pas nécessairement les mêmes chez tout le monde. Mais d'abord, il y avait un retard scolaire qui était généralisé, ce qui est normal, et qui était en bonne partie récupéré. Ceux qui ont fait des études, voilà, ici par exemple, je présente une institution dans laquelle le pourcentage d'universitaires était supérieur à celui du monde extérieur. Ça ne s'était jamais produit nulle part. Donc vous voulez vous dire que les jeunes juifs accédaient... Vous parlez de la résilience, mais il n'y a pas de résilience s'il n'y a pas quelqu'un qui la favorise. Bien sûr. Or, jusque-là, on ne savait pas ce que c'était. Alors... Ça veut dire que l'école, les instituteurs, les professeurs ont été des tuteurs de résilience? Non. Voilà. L'institution qui m'a... Je ne faisais plus partie du groupe, là, hein, quand j'ai rédigé ce texte. Mais au début, on mettait n'importe qui comme directeur. Et la personne n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et sur ce plan-là, on a progressé jusqu'à proposer des formations à ceux qui étaient déjà occupés. Et l'institution que je présente, qui au départ était... Bon, nous étions heureux de ne pas avoir été déportés, de rencontrer d'autres anciens enfants cachés, mais on ne faisait rien pour permettre aux jeunes de dépasser la période critique qui avait été vécue. Et surtout que dans ce home que je décris, ceux qui étaient là n'avaient plus de famille. Parfois, un des deux était encore en vie, mais il n'avait plus de milieu familial. Donc il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose a été progressivement réalisé. Il y a eu résilience grâce au directeur qui a lui-même appris ce qu'il pouvait faire et qui a pu créer un climat dans le cadre duquel les relations interpersonnelles entre les garçons se sont améliorées au point de créer pour chacun un milieu plus favorable que celui qu'il avait connu jusque-là. Donc les pères PAIR ont joué un rôle aussi de tuteur de résilience. Qui ça?
les pairs, P-A-I-R. Donc les sûr. gens du même âge. Absolument, absolument. Les pères ont été très importants. Écoutez, pour une maison dans laquelle sont passées un peu plus de 100 personnes, 100 jeunes qui venaient d'institutions extrêmement diverses et qui tous avaient des problèmes. Et je vous dirais, 6 ou 7 sont devenus professeurs, dont une partie à l'université, ce qui ne se serait jamais produit dans une institution courante. C'était impossible. Des garçons qui, après avoir réussi un jury d'homologation, ont donné les textes à d'autres et les ont aidés à leur tour à dépasser la phase critique. Oui, donc les deux types de relations se sont révélées importantes pour arriver à la résilience. Les relations entre l'autorité et les jeunes, donc le directeur et les jeunes, il vivait avec nous, il était lui-même jeune encore. Et les relations entre les garçons. Aucune autre institution que j'ai connue n'aurait pu obtenir les résultats qui ont été enregistrés là. Je crois que sur la petite centaine, quand je dis 100, c'est peut-être 115, d'enfants passés par là, 6 sont devenus médecins. Vous ne trouverez pas, à cette époque-là, vous ne pouviez pas trouver ça dans la population générale, c'était impossible. Alors, les relations entre les pairs se sont révélées aussi importantes que les relations avec l'autorité. Peut-être que les plus jeunes, parce que moi à cette époque-là j'avais donc 15 ans, 16 ans, 18 ans, mais il y avait des enfants qui ont été abandonnés par des parents déportés alors qu'ils avaient 2 ans. Et les résultats ont été un petit peu moins bons pour cette tranche-là, parce que la disparition du milieu familial, la perte de liens affectifs que l'on crée entre parents et enfants sont d'autant plus importants que le sujet est jeune. Plus il est jeune, plus il a besoin de ses parents. Et ceux qui étaient au moins de mon âge avaient tout de même bénéficié au cours des premières années de la vie de relations parents-enfants normales, ce qui n'est pas le cas dans toutes les institutions. Vous pouvez en visiter, c'est parfois lamentable. J'ai essayé, donc dans l'institution où j'ai commencé à travailler, j'ai choisi cette fonction parce que mon vécu d'enfant caché et d'enfant qui, après avoir été caché, a profité d'une situation favorable, m'incitait à vouloir réussir de la même manière. Donc, je vous dis que c'était une institution où il y avait quasi 300 enfants en même temps, 16 par pavillon, donc il y avait un certain nombre de pavillons. Je n'ai pas réussi, avec plus un sur des centaines, à obtenir plus que l'école primaire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement de construire un attachement qu'on appelle aujourd'hui les attachements sécures, oui. Que le fait de construire un attachement sécure dans la petite enfance, eh bien, devient en fait une ressource pour toute la vie, et qu'effectivement c'est
la plus grande ressource de résilience, c'est d'avoir connu à un moment dans sa vie cet attachement sécure. Oui, mais il faut qu'il soit maintenu, il ne peut pas se limiter à 3-4 ans. Bien sûr. C'est ça. Il faudrait que les éducateurs et tous ceux qui s'occupent de ces enfants soient suffisamment préparés pour créer ce que vous appelez l'attachement sécure. On engageait des femmes qui n'avaient aucun diplôme et qui venaient, elles faisaient à manger, mais c'est pas comme ça que les enfants pouvaient dépasser les années terribles dont ils avaient souffert jusque-là. Spitz l'a bien décrit avec l'hospitalisme, où des enfants qui étaient longuement institutionnalisés, hospitalisés, avec une bonne nourriture, bien soignés au niveau de l'hygiène, finissaient par avoir cette dépression qu'on appelait la dépression anaclitique, la dépression d'objet, de la perte d'objet, et finissaient par mourir. À cette époque-là, on en était encore au début de la compréhension de la relation parent-enfant. Mais il avait raison. Plus l'enfant était jeune, plus c'était grave. Plus longue était la séparation, plus c'était grave. Mais Spitz n'a pas pu encore apporter de véritables solutions. Mais c'est déjà bien d'avoir décelé ce qui n'allait pas. Il a fait le premier pas, je dirais, d'une très longue marche qui se poursuit encore aujourd'hui. Oui, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces troubles que les enfants cachaient une fois devenus adultes ou devenus, en tout cas, grands adolescents quels étaient ces troubles? Comment ça se manifestait? Évidemment, ça ne se manifeste pas toujours de la même manière. Bien sûr, hein, mais c'est de nous donner une idée d'un éventail de troubles possibles. Je pourrais partir de ce qui se passe dans ce home où j'ai vécu moi-même. Il y avait un home du même genre en ville qui était destiné aux filles. Ce n'était pas encore l'époque où on aurait pu accepter la coéducation. Il y a eu des mariages entre garçons et filles, mais qui n'étaient évidemment pas bien préparés à la relation interpersonnelle. Néanmoins, certains ont pu accepter une véritable thérapie et progresser quelque peu dans le sens de la relation interpersonnelle valable. Donc c'était ça, c'était une difficulté à créer des relations de qualité, oui, des relations de confiance, oui, des relations intimes au sens de pouvoir se livrer. Oui, tous les sens du terme. Il est certain que même en me limitant à ce que j'ai pu voir personnellement, je peux affirmer qu'on avait fait des progrès par rapport à ce qui se faisait jusque-là, dont on a trop peu parlé. Là, je fais allusion, mais jusque-là, ce qui ne marchait pas, c'était le développement des aptitudes qu'on qualifierait ordinairement de sociales. Les gens venaient avec leurs problèmes, ils ne s'occupaient pas des autres. Et ultérieurement, quelques années plus tard, j'ai vu des jeunes qui n'hésitaient pas à consacrer du temps pour aider un camarade à progresser aussi
dans le cadre de la relation interpersonnelle, ce qui était évidemment important. Et quoi, c'était des personnes repliées sur elles-mêmes, des personnes agressives, puisqu'on sait que ça fait partie des troubles, l'agressivité. Oui, vous pouviez trouver les uns et les autres, mais je dois dire qu'au fur et à mesure que l'institution, je l'ai connue pendant 10 ans, elle a tenu 10 ans, et les résultats se sont améliorés au cours du temps. Donc, sans être parfaite, l'institution a répondu à un certain nombre de besoins beaucoup mieux qu'on aurait pu le faire dans n'importe quelle autre maison. Je vais donner un exemple. C'est que dans une maison fondée en 1945, certains sont encore des amis. Et le resteront jusqu'à leur décès. Moi-même, je n'étais pas le plus âgé, je n'étais pas le premier, mais j'étais là depuis le jour de la création. Et je peux dire que tous ceux qui ont vécu là pendant un certain temps ont progressé, et je suis amené encore maintenant à aller à des enterrements de jeunes que j'ai connus là à partir de 1945. Mais c'était une sorte de famille finalement, c'était... Non, il ne fallait pas faire semblant. C'était pas une famille. Mais dans le sens de lien, hein, oui. de liens indéfectibles, enfin indéfectibles. Des liens qui des liens qui étaient certainement meilleurs que ceux qu'on rencontre dans de nombreuses familles. Et des liens qui pouvaient, par exemple, s'exprimer vis-à-vis de quelqu'un qui avait réussi des examens universitaires et il était content de la réussite du compagnon. C'est déjà pas mal. C'est même rare. Oui, c'est même rare. Hein, souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes peuvent être bienveillantes quand l'autre va mal, mais quand l'autre va bien ou va mieux qu'elle, là, ça crée plutôt de la jalousie et beaucoup de personnes ont justement des difficultés à se réjouir pour l'autre. Oui, Ils peuvent s'attrister pour l'autre plus facilement que de se réjouir. C'est ça. Si je dis que certaines de ces relations, depuis 50 ans, plus de 50 ans, continuent à exister, c'est déjà un signe. Je n'ai aucune relation avec ceux parmi mes compagnons qui étaient dans ma promotion. Je les salue si je les vois, mais ça ne va pas au-delà. Par contre, si un besoin se faisait sentir parmi un des anciens, je serais prêt à faire ce que je pourrais pour l'aider à en sortir. J'ai vu des aides non seulement économiques, mais médicales. Un médecin devenu médecin, mais qui ne se fait pas payer parce qu'il est appelé par un de ses anciens amis, psychologiques, pédagogiques, des aides de tout type. Si vous le reparcourez, vous trouverez ça. Je ne veux pas exagérer, j'en étais encore à mes débuts quant à ce type d'échanges et de relations amicales. Mais j'ai vu que c'était possible. Il faut évidemment, ça doit partir du directeur, de celui qui dirige l'institution, et se répandre au sein. C'est lui qui crée la sécurité physique et la sécurité émotionnelle. Il doit créer ce cadre-là
pour que ça puisse se faire, pour qu'il n'y ait pas trop de rivalité entre, c'est ça. entre les copains. Oui, il n'y avait même pas beaucoup de rivalité. C'était davantage sur... On était plus centré sur l'aide à apporter à quelqu'un que sur les compétences qu'il pourrait avoir et que nous n'avons pas. Mais parce que ce directeur a insufflé ça. Figurez-vous que ce directeur avait passé 4 ans dans les camps nazis. Et il en a réchappé, il n'avait fait aucune étude au départ. Il a commencé à se former lorsqu'il est venu chez nous. Ça j'ai trouvé remarquable parce que il avait été déporté à 14 ans. Il est revenu, il n'avait pas fait d'études, et c'est à ce moment-là qu'il s'est formé. Même parmi ceux qui étaient mes compagnons, je suis persuadé que certains ont mieux réussi alors qu'ils n'avaient plus de famille que s'ils étaient restés dans la leur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont revenus après une période d'enfants cachés, ils sont revenus tels qu'ils étaient. Et c'est grâce au passage par l'institution avec tout ce qu'ils ont reçu qu'ils ont pu évoluer vers un incontestable mieux, vers une incontestable amélioration, ce que le milieu familial n'aurait pas pu faire. Oui, ok. Est-ce que le fait d'avoir été privé de scolarité, puisque souvent les enfants n'aiment pas l'école, ça les embête, sauf que moi j'ai travaillé dans des pays où les enfants n'avaient pas vraiment accès à l'enseignement, ou en tout cas pas un enseignement de qualité, et là on voit justement ces enfants qui ont envie d'apprendre, comme si le manque créait l'envie. Est-ce que vous avez senti ça chez les enfants cachés qui ont été privés de scolarité, ou en tout cas d'une scolarité suivie de qualité? Est-ce qu'il y a eu cette appétence à apprendre? Sûrement. Quand on a créé l'institution dont je parle ici, mais je dirais que la plupart des enfants de la maison, certains étaient déjà trop âgés, étaient partis travailler, et on les a perdus rapidement, mais d'autres, les plus jeunes, étaient contents de pouvoir retrouver une scolarité normale, ce qui pendant la guerre était très difficile, sauf pour ceux qui étaient, mettons, à l'internat d'un Athénée. Mais là, alors, c'est l'affectif qui manquait. Je crois alors pouvoir répondre affirmativement à votre question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de rajouter sur toute cette souffrance qu'ont pu vivre les enfants pendant la guerre, après la guerre, et longtemps même après la guerre? Mais si je vous dis que ceux qui ont vécu ensemble là, certains sont des amis, mais régulièrement, une fois par an, ils se revoient tous et ils viennent. C'est tout de même un signe positif. Dans un internat ordinaire, on est content d'être libéré. Et ici, j'ai vu des aides accordées de l'extérieur. On aurait dit, mais ça va coûter cher à celui qui va donner. Et ils n'ont pas vécu de cette manière du tout. Oui, donc vous mettez vraiment en avant en fait les facteurs de résilience de cette institution. Oui, qui n'ont pas fait leur apparition au début. Quand je vous dis que sur 100
sur un peu plus de 100 garçons qui sont passés par l'institution, 6 sont médecins, universitaires. C'est tout de même pas mal. Ce pourcentage n'était pas obtenu dans la population générale. Dans un livre que l'un de mes anciens professeurs de l'ULB avait publié en 1940, mais le pourcentage de jeunes qui faisaient la médecine dans la population générale ne dépassait pas 4%. Et dans une institution, je trouve 6%. 6 pas 7. Il faudrait que je reprenne tous les noms. Mais ça montre bien qu'il y a un effet favorable. Oui. J'imagine le fils d'un tailleur. Il arrive à l'âge adulte, il va aider le père. Et ici, plusieurs ont bénéficié d'une bourse, mais certains n'ont pas bénéficié de la bourse. Alors, donc c'est en tout cas possible. Et il faudrait que les responsables de la relation avec les jeunes continuent eux aussi à se former. Parce que en 1945, on ne concevait pas le rôle de l'éducateur comme on peut le concevoir maintenant. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que je pense qu'on a pris conscience aujourd'hui que les éducateurs c'était important, mais vous pointez quelque chose qui n'est pas souvent amené, c'est la résilience qui peut se construire entre pairs. Et on a vu ça aussi dans le scoutisme, où le scoutisme a été un grand facteur de résilience pour certains enfants. Si on entend Cyrulnik il va beaucoup pointer la résilience en disant on a besoin d'un tuteur de résilience et c'est un adulte bienveillant. Et ce que moi je constate, notamment avec les personnes qui ont échappé à la Shoah, qui ont été cachées, mais aussi avec des enfants qui ont pu être maltraités dans leur famille aujourd'hui, qu'en fait, on peut aussi trouver cette résilience, ces facteurs de résilience et ces tuteurs de résilience au sein même d'une institution bienveillante, entre pairs, c'est-à-dire entre enfants du même âge, et parfois même avec des animaux. C'est-à-dire que j'ai aussi vu que des personnes ont pu trouver des facteurs, des ressources de résilience dans le contact, par exemple, avec les chevaux. Des gens qui se sont investis auprès des chevaux dans un club, souvent des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc qui nettoyaient les box, etc. Et donc étaient très présents auprès des animaux, et souvent évidemment dans un groupe d'adultes bienveillants, même si c'était pas une attention spécifique portée sur eux, mais dans un ensemble. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, c'est par rapport à cette institution, c'est ça aussi, c'est de pointer des facteurs de résilience qu'on n'a pas l'habitude de pointer. C'est vrai. Évidemment, tout en acceptant cette idée, je dirais qu'à côté des liens qu'on arrive à créer entre personnes du même âge, si ceux qui dirigent sont résilients, ils vont favoriser tous les types de rapports. Ce sera probablement une garantie supplémentaire. Ah mais c'est évident que les adultes sont importants aussi dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'ailleurs du directeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais je veux dire qu'un facteur ne vient pas toujours seul et que c'est un ensemble, un faisceau de facteurs qui vont favoriser une bonne résilience. Et vous avez raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui est résilient, qui est bienveillant, va induire de la résilience autour de lui. Et ce qui est important aussi dans ce que vous avez dit, c'est à demi-mot, dans l'implicite, c'est que
finalement de développer sa résilience dans un domaine, par exemple dans l'interpersonnel, dans le relationnel, pouvait favoriser dans d'autres domaines ou inversement, c'est-à-dire que ça. Par exemple, de développer sa résilience au niveau réussite scolaire, de réussir et donc d'être apprécié de ses professeurs. Eh bien, ici, je vais vous donner un exemple concret. J'avais consacré un second mémoire, puisque j'ai fait la psychologie et la pédagogie. Donc, en pédagogie, j'ai consacré mon mémoire à la dyslexie. Et j'ai réussi, dans cette institution dont je parle, à apprendre à lire à des sujets qui, à 13 ans et demi, n'arrivaient pas à lire leur prénom. Pas même leur prénom. Et quand je les ai quittés, ils pouvaient lire un fait divers et comprendre ce qu'on disait. C'était des choses simples, évidemment, mais ils arrivaient à déchiffrer. Je me souviens d'un garçon qui, pour la première fois, arrive à la fin du fait divers et comprend ce qui s'est passé. Et je le vois sourire. C'est un peu ce que vous proposiez. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, de développer sa résilience dans un domaine, ça a tendance à développer notre résilience dans d'autres domaines. Sûrement. Comme une tache d'huile, mais dans le Oui. sens positif du terme, où une compétence acquise dans un domaine peut s'étendre à d'autres domaines. Oui. Donc je suis d'accord avec ce que vous proposiez. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, le mot de la fin? Je vous le laisse dire. Eh bien, alors ce sera un grand merci. Ben, c'est... Bon, merci aussi, c'est normal.